Imagine, 120e minute, séance de penalty, c'est toi le tireur. Tout le monde te regarde, le public, tes proches, tes coéquipiers, le coach. Et si tu marques, c'est gagné. Arriverais-tu à gérer un tel événement? Aujourd'hui, on accueille Laurent Edria, préparateur mental. Il accompagne des footballeurs professionnels partout en France et en Europe pour les aider à optimiser leur performance mentale. Dans cet épisode, on parle foot, pression, confiance, doute et de cette frontière invisible entre ceux qui tiennent et ceux qui craquent. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tal Mental. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Laurent Edria. Laurent, comment tu vas ? Écoute, salut Léo, je vais très bien depuis que je te regarde. Ça commence très bien, j'apprécie beaucoup Laurent. Première question, comment tu définis ton métier ? Alors, mon métier, c'est quoi ? C'est développer la performance, en l'occurrence d'un joueur de foot, parce que moi j'ai une expertise dans le football, c'est développer la performance du joueur, si possible rapidement, parce que dans le football, on n'a pas le temps. Donc il y a une notion de vitesse dans mon métier, très forte. Okay. Comment tu en es arrivé là ? Alors moi j'étais dirigeant de grands groupes jusqu'en 2010 et puis je me suis fait licencier par un groupe hollandais parce que c'était mon patron. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis retrouvé, j'étais content. Alors que j'avais un salaire de malade, une voiture très grosse, j'étais un dieu avec les clients, un dieu avec les collaborateurs et je me suis retrouvé content. Je me suis dit là c'est pas normal, tu te fais virer comme une merde, voilà. Et puis t'es content. Donc j'ai travaillé sur moi, je me suis formé au coaching, Je me suis formé à la PNL. Et puis, j'ai commencé à coacher finalement des dirigeants, parce que moi-même étant ancien dirigeant, j'ai développé le développement souvent commercial des dirigeants. Puis un autre dirigeant, un troisième dirigeant, et je suis tombé sur un dirigeant qui avait son beau-frère, non pas qui était gendarme comme dans Les Bronzés, mais qui était agent de joueur. Et j'ai démarré comme ça avec un premier joueur, premier gros joueur. Voilà. Et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et je me suis spécialisé dans le football. Est-ce qu'on peut savoir qui est ce premier gros joueur ? Oui, on a déjà communiqué, parce que maintenant je suis sur Insta aussi, j'ai les nouveaux codes. C'est Mevlut Erding. Ok, voilà. Attaquant qui a joué notamment au PSG, à Saint-Etienne. Exactement, ouais, le premier gros joueur, et c'est parti après. Ouais. Ok, c'est super. Tu as parlé de PNL dans la formation. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que la PNL, en quoi ça consiste ? Alors la PNL, c'est de la programmation quelque part. C'est-à-dire qu'on a tous été élevés par des personnes différentes, on a côtoyé des gens différents, des amis, des petites copines, et on s'est façonné une identité. Et peut-être que l'identité qu'on a n'est peut-être pas adaptée dans l'environnement dans lequel on va évoluer. Donc l'idée, c'est de regarder le programme qu'on a et notre façon de réagir à différentes situations et de regarder si ça colle avec l'environnement. Est-ce que c'est adapté à l'environnement ? Oui, non. Voilà. Et ensuite, c'est peut-être de déprogrammer quelque chose pour reprogrammer le bon comportement dans la bonne situation. Donc toi, c'est avec cet outil-là que tu vas travailler quasiment systématiquement avec les... Essentiellement. Ok. Ouais. C'est pour ça que ça va très vite. C'est pour ça que ça va très vite. Toutes les autres formations que j'ai pu voir, etc., c'est toujours très long. Parce qu'en France, on aime bien intellectualiser les choses. On aime bien quand ça dure. Les circuits de 2 ans, de 4 ans de formation, ça plaît à tout le monde. Globalement, est-ce que c'est efficace ? Oui, non. Voilà. Moi, j'ai 2 ans de formation, c'était assez, et j'ai démarré tout de suite à coacher. Donc toi, tu pars du postulat que tu regardes finalement l'efficacité. Si c'est efficace, on y va. Si c'est pas efficace, c'est que c'est pas bon. Mais moi, je regarde que ça. En fait, moi, je dis que ce que je fais fonctionne avec la PNL, c'est bien. Mais si demain, ça fonctionne en marchant sur des braises ou en buvant un verre de thé, et que ça fonctionne, faisons ça. Faisons pas plus. Voilà. Prenons un nouveau comportement qui permette d'atteindre l'objectif que l'on souhaite. C'est tout. Oui, donc finalement, le sportif te transmet une demande, et toi, ton but, c'est de répondre à la demande le plus rapidement possible. C'est ça. J'ai coutume de dire que je suis un peu comme Amazon. C'est-à-dire que Amazon, on veut un parapluie jaune, il pleut, on est livré, même le dimanche. C'est Amazon, ils viennent le dimanche. Voilà. Et moi, c'est pareil. Moi, il faut me dire, voilà ce que je veux atteindre, voilà, et on livre. Voilà. Et plus vite qu'Amazon, c'est mieux. Et donc toi, tu serais plus Amazon Prime ou Amazon normal ? Prime. Prime, c'est plus cher. Alors oui. C'est évident. Mais c'est plus rapide. Ah oui, c'est efficace, ça tient dans le temps. Je dis souvent dans les repas avec mes amis, c'est que on est à Noël ou jour de l'an, tout ça, ils me disent « Laurent, combien t'as de mecs qui t'envoyaient les vœux, tout ça, etc. » Personne. Moi, je crois que j'ai un joueur sur 320 accompagnements, un joueur qui m'envoie ses vœux à la nouvelle année. Un seul. Et moi, je suis content de ça. Et tout le monde dit ouais, les footballeurs, c'est quand même des ingrats. Les mecs, t'as réussi à développer leur carrière, etc. Et puis finalement, pas un mot, pas un message, rien du tout. Et pour moi, c'est l'inverse. Ça veut dire que parce que j'ai pas d'appel et j'ai pas de message, j'ai bien fait mon boulot parce que je les ai rendus autonomes et ils ont maintenant leur façon de faire qui leur permet d'être performants, sans avoir une canne, le préparateur mental.
Pour moi, le préparateur mental, il doit s'effacer assez rapidement. On n'est pas obligé d'avoir un préparateur mental pendant toute une carrière. On peut. J'ai quelques joueurs, moi, avec qui j'échange toutes les semaines, mais on est dans autre chose. On est dans le mentorat, on est dans autre chose. Mais la préparation mentale, on n'est pas obligé. C'est pas obligé que ça dure des années pour avoir un résultat médiocre. Non. Je te rejoins sur ce que tu dis. Moi, j'estime qu'il y a deux façons d'accompagner dans la préparation mentale. Il y a quand on va répondre à une problématique. Ok, j'ai cette problématique-là, comment tu vas m'aider? Là, ça va être sur de l'accompagnement en quelques séances, on va dire, sur un suivi assez court. Mais ça peut aussi être sur un suivi long. Typiquement, j'ai un sportif qui me dit ok, bah moi, dès que j'arrive sur un match important, j'ai peur. Si c'est une perception qui est ancrée depuis très longtemps, ça peut mettre du temps avant de pouvoir la déconstruire. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. On peut aussi travailler, et ça c'est important de le dire, quand tout va bien. On a l'habitude de travailler à chaque fois en disant oui, j'ai une problématique. Mais je dis souvent la même comparaison, mais on n'attend pas de s'être blessé physiquement pour faire appel à un préparateur physique, on va le préparer. Cette question de est-ce que le sportif va devenir autonome ou pas, c'est un sujet qui revient beaucoup et c'est marrant, chacun a un petit peu son opinion dessus. Moi, j'ai pas forcément la mienne parce que ça va vraiment dépendre du sportif. Il y a des sportifs qui vont juste avoir besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce stress à ce moment-là? Si on va creuser, je te donne un outil, tu vas l'exercer, ça va aller mieux. D'autres, sur lesquels il va y avoir des choses beaucoup plus ancrées, comme je l'ai dit, et il va falloir un travail beaucoup plus sur le long terme. Oui et non. Ça, je suis pas dormant, moi. Hein. Mais oui et non, c'est que quelque part, quand tu accompagnes un joueur, moi, c'est 4 séances. Voilà. En 4 séances, on a balayé tout ça, etc. On passe à autre chose. Voilà. Et après, on passe à prendre et capter des nouvelles compétences. Il y a des choses que je ne fais pas. J'ai souvent un frein pour ne pas les faire. Dans le football, je sais pas, je prends pas assez le couloir, je rentre pas assez dans l'axe, et on va travailler peut-être sur du petit spécifique à chaque fois. Mais dans la globalité, dans la partie, je dirais, identitaire du joueur, il faut pas que ça dure plus de 4 séances. Sinon, le joueur, il vient plus. Le joueur, on est un peu son poil à gratter. Faut bien se dire que, finalement, un joueur de football, c'est quelqu'un qui vit sous contrainte permanente. Il est 9h cours, il est 10h soins, il est 11h30 carreau trapé, tout ça. Alors, le mec, il gère pas son temps. Voilà. Et quand à un moment donné, il peut gérer son temps et l'entretien avec Laurent, bah, c'est une nouvelle contrainte, mais il peut s'échapper de cette contrainte. Salut Laurent, je suis pas dispo aujourd'hui, on fait ça demain. Mais ça, je trouve ça magnifique, moi, quand un joueur me plante un rendez-vous. À la fois, il m'énerve parce qu'il me flingue mon planning, mais à la fois, je dis, ça y est, il commence à être autonome. Voilà. Alors, j'appelle quand même son agent pour lui dire que, voilà, de façon à bien se cadrer, qu'on soit tous au courant de ça. Mais c'est super important. Moi, je crois que l'autonomie, c'est quand même la clé de la performance mentale. Là où je te rejoins, c'est qu'un jour ou l'autre, le sportif sera amené à être seul sur le terrain. Même chaque week-end lors des compétitions, si on parle des joueurs de foot, ok, il y a le coach, ok, il y a les coéquipiers, mais en fait, on est tout seul. Et on a beau se faire accompagner tout au long de notre carrière, finalement, dès qu'on est dans la situation de match, on est seul. On a fait justement une émission récemment avec Thierry Loret, où on évoque le fait de retranscrire les situations dans des moments de travail et dans des moments de sport. Parce qu'en fait, on expliquait qu'on a beau travailler autant qu'on veut hors situation sportive, bah, quand on est sur le terrain, on est sur le terrain. Et il y a des facteurs qu'on ne pourra jamais prendre en compte. Donc c'est pour ça que je te rejoins sur l'aspect d'autonomie. Finalement, faut que le joueur aussi puisse être autonome parce que sur le terrain, c'est lui tout seul. Ouais. Et ça, c'est très dur. Et on voit que les coachs ne sont pas prêts à ça. Les coachs, aujourd'hui, ont des schémas tactiques, enferment le joueur dans un schéma tactique, obligent le joueur à jouer de telle façon, etc. Et quand la situation est différente sur le terrain, le joueur, il n'est pas prêt. Parce qu'il a tellement été programmé par le coach pour avoir ce comportement-là, dans cette zone-là, quand il y a un grain de sable différent de ce qu'ils ont travaillé, bah, ou il va jouer simple, ou il va se compliquer la vie, enfin, en tous les cas, il va avoir un autre comportement que ce qui est attendu par le coach, et le coach va dire, mais dans cette situation-là, fallait pas faire ça. C'est-à-dire que je t'oblige, je te contrains en permanence, et à un moment donné, je voudrais que tu sois intelligent, et que tu raisonnes par toi-même. Bah, ça marche pas. Ouais, le joueur est pas prêt. Ouais, le joueur est pas prêt. Voilà. Et je travaille sur ces dimensions-là. Voilà. Comme le fait d'avoir un joueur à la semaine, en hebdo, en fait, je travaille plus, moi, sur la communication des coachs, qui sont souvent difficiles, mais on sait pourquoi, parce que le coach, lui, il a 25 et 30 joueurs. Forcément, son discours va pas être bon et va pas parler à tous ses joueurs. Il y a des joueurs qui vont bien le prendre, et il y a des joueurs qui vont mal le prendre. Surtout pour des places qui sont limitées, il y a 11 joueurs sur le terrain, donc il va forcément être déçu. T'as que des concurrents autour de toi. Hein. Tu fais la passe, tu fais pas la passe. T'es à l'entraînement, tu fais marquer celui qui peut être titulaire ce week-end ou tu fais briller toi. Ouais, ou tu fais une frappe de 25 mètres parce que c'est mieux pour montrer l'enroulé. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et ben ça, c'est compliqué. Et ça, à la semaine, c'est pas trop, parce que globalement, dans un club de football, il se passe toujours quelque chose. T'as un nouveau kiné, t'as un renfort, t'as un nouveau joueur, t'as un joueur qui était blessé qui revient, t'as le coach qui se fait virer.
toutes les semaines, il se passe quelque chose. Donc toutes les semaines, il faut que ton joueur adapte son comportement au nouvel environnement. Et ça, c'est pas fait par les joueurs. Pourquoi ? Parce que, un, ils savent pas que c'est à faire. Deux, ils sont aussi entourés de gens qui ne savent pas non plus que c'est à faire. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'informations. Ouais. Il y a l'agent qui va dire faire ceci, il a certainement raison. Il y a les parents qui vont dire fais cela, ils ont certainement raison, de leur point de vue, avec leur prisme et leur regard. Il y a le coach qui va demander autre chose. Il y a la petite copine qui va dire tiens, ça serait bien si on faisait ça. Donc ça fait 3, 4, 5 informations. Et puis il y a le joueur, il y a sa propre pensée. Et donc il va être annulé, modifié en fonction de tous les paramètres qu'il a pu intégrer. D'où l'importance aussi de bien se connaître. Plus je vais me connaître, plus je vais pouvoir... parce que comme tu le dis, le joueur de foot va être amené à beaucoup de sollicitations. Comme tu dis, il y a la petite copine, le coach, machin, etc. Plus je vais me connaître moi en tant que joueur, plus je vais savoir ce qui est bien pour moi et ce qui est pas bien pour moi. On parlait aussi récemment du comportement autour. Il y a soi, et en fait, toutes les personnes autour, ce sont des comportements. Et quel comportement tu veux autour de toi. Et plus je vais me connaître moi, plus je vais pouvoir faire les bons choix en fonction de ce qu'on me propose. Et c'est aussi, je pense, là-dessus que tu dois bosser un petit peu avec les sportifs. C'est quand tu parles de les rendre autonomes, finalement, autonomie, ça fait aussi, je me connais et je sais ce que je dois faire, ce qui est bon pour moi. Exactement. On part du principe qu'il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a que la méthode qui est efficace pour le joueur ou pas. Voilà. Donc effectivement, l'autonomie, c'est, moi je pense, rien de mieux pour être un sportif de haut niveau. L'identité, qui je suis, quel joueur je suis, et quel piéton je suis, parce que je ne suis pas qu'un sportif de haut niveau, je suis aussi un simple piéton. Ça c'est important de le dire. Voilà. L'environnement, est-ce que je maîtrise mon environnement ? Beaucoup de joueurs découvrent ce que c'est que le haut niveau, souvent à 24-25 ans, alors que ça fait 5-6 ans qu'ils traversent le haut niveau, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les codes. Voilà. C'est dur, psychologiquement. Il y a certainement il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont avoir les poils qui vont s'hérisser, mais c'est, je pense, un des boulots, parce que ça reste un boulot. Nous, on voit ça comme des spectateurs, mais c'est un job. Le joueur de foot professionnel, il a un job. Il va au boulot, psychologiquement, c'est très dur. Il est obligé en permanence de faire ce qu'on lui dit. Il est obligé de faire ceci, de faire cela à l'heure où on lui dit. Enfin, le mec, il est enchaîné. Il a pas de vie. Voilà, il est contraint en permanence. C'est dur. C'est dur, et je réagis aussi notamment par rapport à ce que tu dis. C'est dur pendant cette période-là, mais surtout que la carrière, à un moment, elle s'arrête. Et il y a aussi tout l'aspect de reconversion. Qu'est-ce que je fais après ? Si on prend un exemple d'un joueur de foot qui démarre en centre de formation dès le plus jeune âge, et qui fait toutes ses classes dans le centre de formation, même s'il devient un pro, ou même s'il joue en national ou en Ligue 2, ce qui est déjà très bien. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait après la carrière ? Parce que comme tu dis, on a toujours été habitué à ok, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Donc finalement, il perd aussi son identité, parce qu'il n'a pas le choix, il fait ce qu'on lui demande. Et donc quand c'est fini, en fait, qui es-tu ? Ah bah là, il est perdu, parce qu'il a déjà un gros problème, c'est que plus personne lui demande rien. Et là, c'est le vide. Voilà. On ne demande plus rien. Tu vois, le vide, c'est un peu comme le blanc là qu'on a là. Voilà. C'est catastrophique. J'étais hyper sollicité, et là, j'ai plus de sollicitation. Souvent d'ailleurs, madame peut partir aussi, ça arrive, très très haut niveau, parce que son comportement lui change. Peut-être que sa femme voit aussi le comportement de son mari changer. Je dis pas que toutes les femmes se barrent quand la carrière est terminée. Je dis peut-être que le joueur aussi change, et que la femme ne retrouve plus son mari qu'elle a pu avoir. Donc tout ça, c'est un ensemble, et c'est très très dur à vivre. Arsène Wenger disait qu'il fabriquait des chômeurs. Parce que tu joues pas. Voilà, c'est ça. Tu joues pas ce week-end, et t'es un chômeur. Donc on a une personne qui va s'entraîner dur toute la semaine, et qui n'a pas la récompense le week-end parce qu'il ne va pas jouer. C'est très frustrant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, beaucoup de joueurs lâchent. Beaucoup. Justement, on parle de la part mentale qui est importante dans la performance du sportif. J'ai parlé avec pas mal d'entraîneurs de football qui sont en train de se former, etc. et qui m'expliquent que dans leur formation, on leur apprend bien les 4 piliers de la performance, qui sont la tactique, la technique, le physique et le mental. Quand on regarde des équipes professionnelles, on va avoir le coach et les coachs adjoints qui vont travailler sur principalement la tactique et la technique, un préparateur physique qui va s'occuper du physique, et pour l'aspect mental, il n'y a pas grand-chose. Ah si, il existe plein de choses. Il existe déjà le coach. Le coach pense que le mental, c'est lui. Il le pense. Oui. On a l'adjoint, qui souvent a ce rôle de coach mental. Dis-moi ça à moi, mon petit poulet, t'inquiète, le coach. Voilà. On a le coach adjoint qui, lui aussi, est plus proche en général des joueurs. Et puis on a le kiné. Le kiné. On va se faire masser, là on lâche tout, là, voilà, et le kiné, c'est tout. Et le kiné, souvent, il veut aider. Et souvent, il fait des conneries quand il veut aider. Parce qu'il n'a pas les outils. Bah oui, alors il dirige un peu la conversation, et puis il va emmener le joueur souvent dans le mur. Et ça, c'est une difficulté. Moi, j'ai eu un joueur il y a pas longtemps, le kiné lui dit « Oh, t'as vu, t'es prêt, tu reviens de blessure, t'es bon, t'es performant, etc. » T'as vu, tu joues pas. Bon, on va pas se mentir, je crois que le coach, il compte pas sur toi. Si tu peux partir en décembre, janvier, je pense que ça serait une bonne idée.
Ouais, mais est-ce que le coach est au courant de cette conversation? Certainement que le kiné veut le bien du joueur, en disant, bon, bah, tu joues pas, essaye de te barrer pour jouer. C'est bien, c'est bienveillant, mais ça va pas aider le joueur. Parce que le joueur, donc, il va lâcher. Bon, bah, de toute façon, le coach, il compte pas sur moi. Le coach, 10 minutes après, va le voir. Eh non, tu viens, on court, tout ça. Est-ce que ça a encore du sens pour moi de courir pour toi, finalement, parce que tu comptes pas sur moi? Voilà. Et on a des comportements déviants de certains joueurs, parce qu'ils pètent les plombs, parce que c'est trop. Et c'est trop, pourquoi? Parce que toute la pollution qu'ils ont pu avoir, ils l'ont capté. Et ils se sont pas protégés de tout ça, par leur petit dialogue interne. Ça, je pense que c'est aussi lié à l'aspect mental, finalement, qui est très souvent vulgarisé. Et en fait, les personnes pensent en fait, qu'on travaille le mental. Moi, je suis beaucoup dans le tennis également. Et j'avais l'intervention à un moment d'une personne du tennis qui m'avait dit, oui, mais nous, on travaille déjà le mental, parce que par exemple, quand on fait des diagonales au tennis, on travaille le mental. Ce que j'ai répondu, j'ai dit oui, mais dans ces cas-là, quand je vais faire les courses, je travaille mon physique parce que je descends mes escaliers. Par exemple, ouais. Donc en fait, c'est où est-ce qu'on est prêt à s'investir dans le mental si on veut vraiment travailler le mental. Mais si on part du principe que la réussite du sportif, ça va être la tactique, la technique, le physique et le mental, faut s'investir au moins de la même manière sur les 4 piliers. Et pas juste dire oui, on fait du mental, concentre-toi là-dessus, de toute façon, ça fera du mental. Et je pense qu'il faut vraiment pousser beaucoup plus loin. Et il y a aussi, je pense, une question qu'il faut se poser, c'est souvent que le coach, il peut avoir peur que le préparateur mental prenne sa place. Moi, j'ai bien pris en compte cet aspect-là, et quand je travaille dans le foot, justement, parce que je travaille aussi dans le football, je fais bien attention, notamment quand je travaille sur du collectif, d'inclure le coach. Le coach, finalement, c'est un atout majeur du projet. L'idée, c'est pas de dire, le coach, toi, tu vas faire tes trucs, et moi, je travaille avec les joueurs et on avance là-dessus. Parce que c'est toi le coach. C'est toi, finalement, le coach. Mais plus il va avoir une entente entre les joueurs et le coach, plus, finalement, l'idée commune, l'envie commune de réussir, elle pourra prendre. Ouais, complètement. Ce que tu dis est très juste. J'ai fait un laboratoire, moi, là-dessus, en 2019-2020. C'était l'équipe de Sedan qui voulait monter en national. Et ils sont venus me chercher pour créer les conditions favorables pour monter. Voilà. Et donc, j'ai fait la prépa avec les joueurs. Bon, moi, je courais moins. Je faisais les PowerPoint. Voilà. On a fait la prépa ensemble. J'ai dû faire 3-4 interventions au moment de la prépa. Puis après, un suivi tous les 15 jours. Quelques joueurs en spécifique également. Ça s'est fait avec le coach, Sébastien Tambouret qui a voulu aussi bien tester ça, Julien Fernandez qui était le directeur sportif de l'époque, et c'était de se dire, on fait quelque chose pour l'objectif commun. C'est ça le football, c'est un objectif commun. Et donc on a partagé cet objectif. 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Ça s'est jamais fait. Et ensuite ? Alors ensuite, un premier terrain un peu caca, donc un match nul, et puis ensuite, tu as le problème. Le problème qui arrive, c'est que quand les joueurs de foot, surtout amateurs, rentrent à la maison pendant les fêtes de Noël, l'entourage est à nouveau présent et rentre dans la tête des joueurs. Comment ça se fait que maintenant c'est toi qui joues titulaire? T'as mangé le titulaire qui était désigné au début, c'est toi qui joues, mais t'as vu combien tu gagnes? L'autre, il gagne 2 fois plus que toi. Va demander une rallonge. Et là, on n'est plus dans l'objectif commun. Pas sur de l'individuel. Voilà. Et là, ça marche moins bien. Voilà. Après, match nul. Sedan était dans une poule aussi où il y avait Bastia à l'époque, il n'y avait que des joueurs pros. Bon, ça n'a pas fait un pli. Mais je crois qu'avec l'arrêt Covid, Sedan s'est arrêté à 53 points, il faut regarder. 53 points, il y a des équipes qui montent avec 53 points sur un championnat. Là, c'est à mi-championnat. Il y avait un nombre de points considérable. Voilà. Il n'y aurait pas eu Bastia, c'était fait aussi. Voilà. Des conditions étaient vraiment favorables. Et après, ensuite, quand on change d'objectif, ça marche plus. Alors moi, je connais moins bien le tennis, même si j'ai dû bosser avec 3-4 joueurs de tennis. L'objectif est essentiel. Voilà. Qu'est-ce que je recherche quand je fais ça? C'est ça. Voilà. Et c'est aussi la question du pourquoi, c'est pourquoi je fais ça. Pourquoi, moi, je travaille pas mal de joueurs de tennis, justement, et on revient pas mal sur des problématiques parfois du manque de motivation, et on revient souvent sur le pourquoi. Pourquoi tu fais ce sport? Ok, c'est dur d'aller s'entraîner, c'est dur de se lever le matin, c'est dur d'aller faire du physique, mais pourquoi tu le fais? Parce que je sais, si tu fais ça, tu sais ce que tu dois faire pour atteindre ton but. Et c'est une question souvent, je pense, que les sportifs oublient parce que c'est aussi une routine. On parle du foot, typiquement tous les jours c'est entraînement, tous les jours on fait ça. Et il faut parfois, je sais pas, en prenant le trajet dans la voiture ou dans les transports, se dire ok, pourquoi je le fais? C'est parce que moi je veux arriver là. Ça, c'est une question qui est très délicate et qui peut être dangereuse également. Parce que quand on prend conscience de pourquoi on le fait, on risque d'arrêter. De temps en temps, il vaut mieux pas savoir. Alors ça dépend pour qui, ça dépend pour quel joueur. Il y en a, ça va aider, et d'autres, ça va pas aider. Voilà. Beaucoup de joueurs de foot font du foot parce que papa faisait du foot. Si papa était danseuse classique, ils auraient mis un tutu. Voilà. Donc beaucoup, on a ça. Voilà. On a aussi beaucoup de joueurs qui font ça juste parce qu'ils ont du talent. Mais globalement, le football, il s'en tape.
j'ai beaucoup de joueurs qui adorent le basket. Voilà. S'ils avaient été bons au basket, je pense qu'ils seraient ultra motivés pour faire du basket, pour faire cette discipline. Donc en fait, le pourquoi, c'est bien. Après, c'est attention de creuser. Moi, j'évite de creuser. J'évite de creuser parce que souvent, tu sais, quand tu creuses, c'est un peu la méthode un peu psy. Je pense que tu peux prendre un psy pour un problème, tu peux y rester 10 ans. Parce qu'il va te ressortir toujours un nouveau problème et creuser, tenter plus pour te garder un peu captif. Tu vois, voilà. Moi, je bosse beaucoup avec le comment. Je dis pas que le pourquoi est pas important. Il est peut-être même essentiel avec certains joueurs, mais souvent, le comment, c'est comment on va faire, tu vois, plutôt que de savoir pourquoi on en est là et pourquoi on veut ça, etc. Bon, mais rapidement, on peut retrouver un objectif puissant, par contre, avec ce... Je te rejoins carrément là-dessus. C'est vrai que quand on va être sur de l'entretien avec le sportif, on va justement, on a interdiction d'utiliser le pourquoi, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est le comment, comment on va le faire. Moi, ce que je te disais sur le pourquoi, c'est surtout, en fait, ça veut pas forcément dire que le sportif, on lui dit pourquoi, c'est parce que je veux être pro. C'est par exemple, pourquoi tu joues au foot ? Parce que je sais que je prends du plaisir quand je joue au foot. C'est plus là-dessus. C'est comme, en fait, je te rejoins. C'est pas aller forcément creuser, aller récupérer des choses dont on n'a pas forcément envie d'aller creuser. C'est plutôt, aller chercher les éléments dont on a besoin. Et ça va dépendre vraiment des sportifs. On le dit souvent dans cette émission, mais chaque sportif est différent et chaque accompagnement va être différent en fonction du sportif. Tout à l'heure, on parlait de PNL et chacun a sa vision du monde. Donc, c'est à nous de nous adapter à la vision du sportif pour pouvoir l'accompagner le mieux possible. C'est très juste. Ce que tu viens de dire là sur la notion de plaisir. Là, il y a beaucoup à dire sur le plaisir. Est-ce que je prends du plaisir au moment où je joue ou est-ce que je prends du plaisir après, quand je constate tout le bon boulot que j'ai pu faire sur un terrain ou sur un cours, en l'occurrence ? Difficile. Les phrases toutes faites dans le foot ou ailleurs sur l'aspect mental, c'est « moi j'ai un mental ». Souvent dans le football, c'est « j'ai un mental ». À quoi je reconnais que j'ai un mental ? C'est que j'ai une grosse paire, quoi. Voilà. On va y aller. Ça, c'est du mental. Bah non. S'il suffisait de faire ça pour faire du mental, ou de faire ça quand t'es coach, de faire ça pour que tous tes joueurs soient connectés et soient bons mentalement, non. Parce que ça, pour certains, ça veut dire quelque chose, pour d'autres, ça veut dire autre chose. Et c'est quoi l'interprétation de chacun ? C'est que rapidement, tout le monde va partir dans son sens en pensant bien faire. Voilà. Donc le mental, ça part souvent d'une bonne intention. Seulement, le résultat obtenu est pas toujours ce qu'on voulait vraiment. Voilà. Donc c'est ça, et cette difficulté, c'est souvent, un dosage, un curseur, un équilibre peut-être, l'équilibre à trouver pour rendre la meilleure copie possible, le plus souvent possible. Et par rapport à ce que tu dis, c'est très juste. Il y a aussi quelle vision j'ai du mental. Je pense que même si ça commence à se démocratiser et c'est de plus en plus présent, il doit y avoir beaucoup de joueurs ou de coachs qui, pour eux, le mental, c'est quand ça va pas. Et c'est quand on est faible. Donc si on fait ça, ça veut dire « oui, moi je vais bien, t'inquiète pas, je vais bien ». Or, on l'a déjà vu, le mental, ça va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup d'aspects, quand on va creuser dans le mental, finalement, à aller chercher, qui peuvent vraiment avoir un impact sur la performance. Et c'est pas forcément un problème. Complètement. Ça peut être quelque chose qu'on maîtrise déjà et on peut être encore meilleur. Et d'ailleurs, on le voit sur quasiment tous les grands joueurs, toutes les grands stars du foot actuel, c'est qu'ils ont des aspects dans le mental qui sont très développés, que ce soit la résilience, la motivation, la confiance en soi et plein d'autres choses. C'est ces choses-là qui font la différence. C'est comme tu dis, c'est pas juste de mettre le doigt sur la tempe ou de dire allez, c'est dans la tête. Ça va beaucoup plus loin. Cette notion de mental, elle est souvent vue effectivement en cas d'urgence. On va mettre le doigt un peu sur le mental, mais c'est juste parce qu'il y a des paramètres qu'on a oubliés ou qu'on a perdus. Un joueur, globalement, oui, il y a 4 piliers, mais combien de temps il pratique le 4e pilier qui est le mental ? Souvent rien, 0. Moi j'ai beaucoup de joueurs de 24-25 ans qui me disent navré, Laurent, putain, te rends compte, j'ai 24 ans, j'ai jamais fait de mental. Mais j'ai des joueurs aussi de 30 ans qui n'en ont pas fait non plus. Donc en fait, il n'est jamais trop tard. C'est ça. Et il y a les nouvelles générations aujourd'hui qui veulent faire du mental plus vite, plus rapidement. Voilà. Moi j'ai des agents qui m'emmènent maintenant des gamins en centre de formation de 17-18 ans, etc. pour faire du mental. Bon. J'apprécie moyennement parce que moi j'ai du mal à facturer ce que je fais quand t'as 17-18 ans, parce que là franchement je trouve qu'on connaît aussi le taux de réussite globalement en centre de formation, c'est quand même pas génial. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un meilleur taux de réussite quand t'es accompagné mentalement, ça, donc souvent moi je me fais payer après, au résultat, avec les jeunes. Voilà. Je suis plus à l'aise avec ça. Voilà. T'es un bon joueur de foot, je valide si c'est un bon joueur de foot ou pas, parce que je ne vais pas prendre tous les joueurs, j'ai pas le temps de faire ça. Voilà. Et en fonction de ça, il paiera que si ça fonctionne, que s'il signe en fait. Voilà. Moi je suis à l'aise avec ça, et c'est plus simple dans la relation. Voilà. On est dans la performance. Le coach mental, le préparateur mental doit être aussi performant que le joueur, ou que l'agent. Tout le monde doit être performant. On est dans un job de performance, on est dans tout ce qui fait un sportif de haut niveau. Justement par rapport à ça, dans un autre podcast, tu reviens souvent sur la notion de statistiques. Est-ce que pour toi, la performance se traduit uniquement par les statistiques dans le football, par exemple ? Ah oui.
Alors c'est pas moi, c'est le marché. Le marché du football veut ça. Le marché du football dit, c'est quoi les stats? Le contenu, très peu. Il y a de moins en moins d'observateurs sur les terrains pour voir si c'est un bon joueur de foot ou pas, pour voir vraiment les déplacements, voir vraiment ce qu'il produit, les failles qu'il crée dans l'équipe adverse. De moins en moins, tout le monde va regarder les datas. Les courses à haute intensité, tiens, j'ai un joueur qui il joue peu en première ligue parce que le coach dit qu'il court pas assez. Voilà des datas qu'il faut avoir. Aujourd'hui, il faut courir. Beaucoup de courses à haute intensité. Alors, est-ce qu'il faut courir beaucoup de courses à haute intensité ou est-ce qu'il faut être efficace? Est-ce qu'il faut mettre une passe D, est-ce qu'il faut mettre un but ou est-ce qu'il faut mieux courir? Il y a des joueurs, plus ils vont courir, plus ils vont marquer. Puis il y a des joueurs, moins ils vont courir, plus ils vont marquer. Choisis ton camp. Ben non, le football n'a pas choisi son camp. Le football dit, faut courir. Donc tu vas perdre tous les mecs qui sont capables de mettre des buts, mais qui réfléchissent peut-être plus, ou qui ont moins de foncier que l'autre, hein, qui s'éparpillent moins, qui réfléchissent plus pour se mettre dans la bonne zone au bon moment. Ben ceux-là, ils vont avoir beaucoup de difficultés dans le football moderne. Énormément. Donc là, il faut changer les codes. Mais le football, c'est pas ça. Le football, c'est les stats aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, on dira on a été trop loin sur les stats, comme à peu près tout. Hein, le monde est un éternel recommencement. On a été trop loin sur les stats, alors on fait les stats et de l'observation. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, moi dans mon approche de préparateur mental, il y a évidemment la performance dont on parle depuis tout à l'heure, mais également un aspect que je trouve primordial, c'est aussi le bien-être du sportif. J'estime qu'on peut pas être performant s'il n'y a pas de bien-être. L'idée c'est pas, enfin moi dans mon approche, c'est pas d'avoir un sportif qui est hyper performant toute sa carrière. Par contre, l'après-carrière, derrière il a un burn-out ou en dépression parce que finalement l'aspect bien-être n'a jamais été évoqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est compliqué de pouvoir performer si on se sent pas bien. Moi, ce que je dis à mes joueurs, c'est que si dans votre vie extérieure ça va pas, ou si avec le coach ça va pas, ça va être très compliqué de performer. Sur du court terme, on va pouvoir, mais sur du long terme, ça sera pas viable. C'est intéressant ce que tu dis, et je pense qu'en France, on s'est trompé. Tu vois, la Fédé, dans les centres de formation, a demandé d'avoir quelqu'un pour l'aspect mental, etc. Et ils sont juste là, à mes yeux, parce que j'ai beaucoup de coachs qui sont en centre de formation et qui me demandent des choses, de préparer des causeries. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On a mis quelque chose en place sur l'aspect mental, mais on va traiter les problèmes. Il faut pas que le gamin, il faut que le gamin soit heureux, il faut que le gamin soit ceci, soit cela. Il faut surtout pas qu'on ait de problème dans notre centre de formation et qu'on n'ait pas un gamin qui se foute dessus d'un pont, etc. Voilà. Mais en fait, on est sur le problème. Quand le gamin développe son football, et être heureux et heureux dans son sport, il n'y a pas de problème mental. Pourquoi on va mettre des gens pour régler le problème? Pourquoi on n'irait pas plutôt avant en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous les gamins du centre de formation soient heureux? Faut qu'ils soient performants à titre individuel. Et s'ils ne le sont pas par rapport aux autres, parce que c'est la loi du sport. Le sport, c'est quoi? T'es meilleur ou t'es moins bon que l'autre. Hein. C'est ça. Et celui qui est pris, c'est le meilleur. Voilà. Si on laisse une chance à tout le monde d'être bon, il y a beaucoup de joueurs qui iront bien, même s'ils échouent en centre de formation. Parce qu'ils ont pu s'exprimer, ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça la préparation mentale aussi, c'est donner le meilleur de soi-même dans la zone ou dans l'environnement dans lequel on est là aujourd'hui. C'est ça. Un peu comme moi aujourd'hui. Je suis venu, j'ai rien préparé du tout, je suis là, mais je suis tellement habité par le truc, par ce que j'aime faire et puis voir les joueurs réussir, que finalement, on pourrait peut-être passer la nuit ici à discuter de la préparation mentale. Voilà. Ouais. Et c'est ça, c'est être habité par quelque chose, et je pense que le sportif de haut niveau doit être habité par un objectif qui le porte. Et pas, tu sais, l'objectif qu'on pousse, qu'on tire, qui est fastidieux, il faut que je fasse ça. Ça, non. Mais, tu vois, par rapport à ce que tu dis, on revient sur la notion de problème. C'est vrai que souvent, on va t'appeler parce qu'il y a un problème. Et l'idée, c'est de se dire, mais ok, je vais pouvoir aider, mais c'est aussi à vous de voir pourquoi il y a eu ce problème. C'est comme, par exemple, quand on prend la notion de stress. Le joueur vient et dit, oui, je suis stressé. Ok, je vais pouvoir t'aider, mais avant de t'aider, moi, dans mon approche, je vais dire, d'abord, on va trouver d'où vient ce stress, quelle est la source de ce stress. Parce que c'est pas juste de dire, je vais éteindre le feu, mais par contre, il va se rallumer demain, il se rallumera. Et je pense que c'est aussi le rôle des structures et des fédérations, quand elles veulent, c'est très bien qu'elles veuillent impliquer la préparation mentale, mais il faut se poser la question d'abord, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on se dit, il y a un problème, il faut qu'il arrive en urgence? Et pourquoi on ne préparerait pas avant? C'est comme si, je vais prendre un exemple qui est un peu absurde, comme si on laisse des joueurs jouer sans coach, et à un moment on dit, oui, il y a un problème, peut-être qu'il faudrait un coach. Et bien le coach, il faut qu'il arrive dès le début de saison pour faire une saison. Pour moi, le préparateur mental, c'est pareil. Alors oui et non. C'est-à-dire que il y a un an, je devais travailler pour une équipe qui allait descendre de Ligue 2 en National, et on parle de moi dans ce club, et le coach dit « Ah non, on aurait dû démarrer avant. Là, on peut pas prendre le préparateur mental en pleine saison. » Bon, il est descendu. Voilà, c'est que... Et effectivement, souvent, on nous appelle quand ça va mal. On pourrait nous appeler quand ça va bien.
Mais nous appeler quand ça va bien, c'est peut-être, pour un coach, se faire déposséder de quelque chose. Moi, je dis souvent que le problème du sportif de haut niveau, du coach, de moi-même, de tous les piétons, de tout le monde, c'est l'ego. C'est notre gros problème. Et en France, notre culture, c'est t'es le meilleur. Ouais. Et si t'es pas le meilleur, faut que tu le sois. Et si tu l'es pas, fais comme si tu l'étais. Donc tout le monde va se comporter comme étant le meilleur. Moi, je vois beaucoup de coachs qui, en communication, roulent leur caisse, et quand on discute avec eux, il n'y a plus rien. Mais ils sont obligés de rouler leur caisse. C'est pas le tribunal que je fais. Ils sont obligés parce que c'est les codes du football. Mais en dehors de ça, le coach, il est perdu. Il a déjà à peu près tout essayé. Il a encore pas gagné, mais il voit pas d'issue. Voilà. Et pourtant, il était en communication et il est obligé de bien communiquer, de dire mes joueurs n'ont pas lâché, sinon il perd son groupe. Voilà. C'est des éléments de langage. En fait, c'est des phrases toutes faites, des phrases convenues, mais qui vont pas aider au développement de la performance de l'équipe. Voilà. Donc souvent, quand on fait une introspection, et surtout quand le coach travaille sur lui, on fait de grandes choses. Moi, souvent, je sauve des clubs de Ligue 1 qui restent en Ligue 1. J'ai vu aucun joueur. Aucun joueur. J'ai juste discuté avec le coach, j'ai compris l'environnement, je lui ai donné 2-3 clés, pas plus. Lui va monter son truc avec son vocabulaire, parce qu'il faut un côté authentique, il ne faut pas qu'il y aille avec les paroles de Laurent, parce que ça va pas matcher. Et ça marche, tout le temps. 0 descente. J'ai compté, j'ai été sollicité par 11 coachs. 0 descente. C'est que le mental est bien un des piliers. Si c'était pas un pilier, je pense qu'on aurait eu quelques descentes. 0. Ce que tu fais bien de dire, c'est que la préparation mentale, on a tendance à penser que c'est que pour les joueurs, mais en fait, non. Les coachs, en fait, c'est aussi les premiers acteurs de leur équipe. Donc, plus ils vont avoir de codes, et quand on parle de préparation mentale, notamment quand on parle aussi de PNL, il va y avoir beaucoup de codes liés à la communication. Et ça va être primordial. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément quand on se fait former. On va avoir plein de processus, mais il y a plein d'éléments qu'on peut avoir en plus, qui peuvent être finalement des armes en plus pour pouvoir diriger son groupe et être un bon communicant. Laurent, on a évoqué pas mal d'aspects sur le mental. Moi, j'ai envie, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'on aille vraiment plus en profondeur sur concrètement qu'est-ce qu'on fait dans la préparation mentale ou quand on coach sur du mental. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 cas pratiques. Et si tu veux bien te prêter au jeu, je vais te présenter 3 situations avec des joueurs de foot qui ont des problématiques en l'occurrence. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que évidemment, chaque sportif est différent, donc là, tu n'auras pas la réponse exacte. Complètement. Mais moi, j'aimerais bien savoir, et je pense que les personnes qui nous écoutent aimeraient bien savoir, vers quel chemin tu partirais avec ces situations différentes. Tu te prêtes au jeu? Non. Non, parce que c'est très compliqué, mais on va le faire quand même. Quand je dis non, c'est oui, mais c'est un exercice qui a pas beaucoup de valeur quelque part. Je suis désolé de te flinguer ton truc, mais le joueur, c'est pas toi. Oui. Le contexte est pas bon. Là, on est dans un studio, mais globalement, on est dans un autre environnement, etc. Donc, il n'y a rien de pareil. Mais ça va être intéressant. Ça va me challenger. Hein. Merci. Allez. On y va pour le défi. Challenge, c'est parti. Premier cas. Le joueur que tu accompagnes n'a plus confiance en lui après un penalty raté qui offre la victoire à l'adversaire. Il vient te voir et il dit « Laurent, je veux que tu m'aides. » On va déjà regarder quel était son objectif quand il a pris le ballon et qu'il l'a foutu sur le petit rond là, et qu'il l'a raté. Souvent, on a un objectif. Et souvent, on l'atteint tout le temps. Voilà. Donc peut-être qu'il s'est dit, comme souvent, faut pas que je le rate. Et donc si l'objectif c'est de pas le rater, peut-être qu'on va le rater, hein, parce qu'on connaît tous le cerveau, la négation, etc. Enfin, donc on a ces difficultés. Peut-être qu'il va penser à autre chose. Tiens, j'ai un joueur, il se reconnaîtra, j'ai un joueur qui va au rond. Lui, il est bon mentalement. Il va sur le rond, il voit le gardien de but. Le gardien de but, il est énorme. Quand je dis qu'il est énorme, il est grand, très grand. T'imagines un grand gardien de but quand tu tires un penalty. Alors déjà, on connaît tous le truc, c'est que les cages sont très petites quand tu vas tirer un penalty. Oui. Mais en plus, quand le gardien est très grand, alors là, il n'y a plus de place. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Préparation mentale. Qu'est-ce que je peux faire dans cet environnement-là? Il a fait une panenka. Il s'est dit, il est grand, il va choisir un côté, je vais tirer gentiment au milieu. Il marque. Tout le monde lui est tombé dessus en disant, ouais, tu nous chambres, etc. Son objectif, c'était pas de chambrer. Ouais. Son objectif, c'était pas de montrer qu'il était meilleur, etc. En plus, c'était son ancien club. C'était pas du tout ça son objectif. Son objectif, c'était juste de marquer. Et il a travaillé sur son intelligence situationnelle. Il s'est dit, dans cet environnement-là, faut que je fasse ça. Sinon, je marquerai pas. Donc, il a changé sa façon de tirer. Mais uniquement là, ce jour-là. Parce que c'est ce gardien, parce que le score est à 2-0 et que c'est peut-être plus facile de faire une panenka pour mettre le 3e but. Peut-être que si t'es à 0-1, tu la joues pas pareil, etc. Mais peut-être que tu te trompes finalement.
Hein. 0-1, peut-être qu'il faut faire une panenka quand même, parce que le gardien est toujours aussi grand. Et je te dis ça pourquoi ? Parce que le week-end dernier, il y a le même gardien de but qui est en face d'un autre joueur. L'autre joueur tire le penalty et le gardien l'arrête. Il part du bon côté. Il est tellement grand. Donc voilà, une situation de l'intelligence et on adapte son comportement. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça met aussi en avant un autre aspect de la préparation mentale. Enfin, vraiment, si on rentre dans le détail, c'est faire les bons choix au bon moment. Et ça, en fait, ça touche au mental. T'as beau être le meilleur tactiquement, techniquement et physiquement, si quand il y a un choix important à le faire, t'arrives pas à prendre la bonne décision, bah, c'est l'aspect mental finalement. Ouais. Et ça, je trouve que cet exemple reflète parfaitement cet aspect-là. Parce qu'un bon joueur mentalement, même si moi je considère qu'il n'y a pas de mauvais ou bon joueur mentalement, parce que tout le monde a du mental, c'est juste que ça se développe. Mais un bon joueur mentalement, comme tu le dis, c'est un joueur qui est capable de prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est ce qui fait finalement les grands joueurs de foot. C'est dès qu'il va avoir un grand rendez-vous, bah, il va répondre présent et il fera les bons choix. Exactement. On peut prendre le cas de Messi, de plein de joueurs. Est-ce qu'ils courent 90 minutes ? Non. Pourquoi on leur demande pas de courir 90 minutes ? Pourquoi les datas sont pas aussi exigeants avec les autres joueurs qui ont peut-être moins de talent ? Pourquoi on est plus exigeant avec les autres et pas avec eux ? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Même avec les autres joueurs aussi, il peut se passer quelque chose. Seulement, on leur laisse pas la possibilité que ça se passe. Voilà. Donc, faut faire que ça arrive, quoi. Ouais. Et pour faire que ça arrive, faut se libérer peut-être des contraintes qu'on a pour jouer vraiment avec sa véritable identité. Mais encore une fois, si on joue trop avec son identité, est-ce qu'on ne se met pas en péril ou en risque avec le coach qui nous fera peut-être un peu moins jouer ? Tout ça, c'est de la communication, c'est de l'équilibre. Surtout on va revenir un petit peu après, mais il y a notamment Raphaël Varane qui a fait une interview récemment à l'équipe qui explique que selon lui la machine va péter et qu'il y a un rythme trop important des matchs. Et il dit aussi que tous les joueurs deviennent stéréotypés de plus en plus. C'est-à-dire que ce joueur-là, à ce poste-là, il doit jouer de telle manière. Ce poste-là, il doit jouer de telle manière. Mais en fait, si on était comme ça dans l'ancien temps, il y aurait jamais eu, enfin dans l'ancien temps même récemment, il y aurait jamais eu les joueurs qu'on a eu. Messi n'aurait pas pu exploser, même un Mbappé n'aurait pas pu s'exprimer de telle manière. Et c'est vrai que ça peut jouer du coup sur l'aspect mental. En fait, je suis un joueur de foot de base, je joue parce que j'adore le foot et je suis un joueur par exemple créatif. Mais en fait, le club va faire que je vais me restreindre et ne pas pouvoir exploiter mon potentiel et ma liberté comme tu l'évoques. Les coachs sont habités par contrôle-maîtrise. Donc le coach, il veut contrôler et maîtriser. Alors c'est bien. Parce que quand tu as un groupe de 25 ou de 30 joueurs, si tu contrôles rien et que tu maîtrises que dalle, tu vas avoir beaucoup de difficultés. C'est très bien, mais jusqu'où ? Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a un cadre, et il faut laisser de la liberté dans le cadre. Le cadre, il existe dans le football, mais il y a zéro liberté. Ouais. Voilà. Et donc, forcément, on a des joueurs stéréotypés, on a des joueurs même qui se cachent, qui veulent plus le ballon, parce que quand ils ont le ballon, on leur oblige à faire des trucs, mais ils n'ont pas ce talent-là. Donc, ils préfèrent se cacher. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit des contrats, globalement, des contrats pro, qui sont en moyenne de 4 à 6 ans, parce que très peu de joueurs de foot font vraiment des carrières. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème mental énorme là-dessus. On a un gros problème là-dessus, on n'arrive pas à durer dans le temps. Et la préparation mentale, c'est quoi ? C'est bien se connaître, et puis être à son meilleur niveau le plus souvent possible. C'est ce que j'appelle moi la stabilisation de la performance à son meilleur niveau. La préparation mentale, elle sert à ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs... C'est instable, c'est de la vraie nitroglycérine. Il peut faire un match, il va tout péter, puis un match, il est totalement transparent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce serait intéressant de savoir ce qui se passe. Moi, je le sais parce que je suis un peu dans les coulisses, mais il se passe des milliards de trucs. Il y a des mots, les coachs ne se rendent pas compte de ce qu'ils envoient. Les directeurs sportifs, ils ne se rendent pas compte. Le président, il ne se rend pas compte. Mais tous ces acteurs du football, ils veulent le meilleur pour le joueur. Moi, je connais aucun coach qui veut vraiment des trucs difficiles pour un joueur. Pas du tout, c'est bienveillant. Le problème, c'est que la communication, c'est un émetteur et un récepteur, comme tout le monde le sait. Le récepteur, lui, n'est pas toujours prêt. Voilà. Et ça, quand on envoie l'information, on ne le sait pas. Et la réception peut être très difficile pour le joueur. Et tu vois, mon parallèle sur cette situation-là, c'est finalement, ça prend tous les sports, notamment les sports où les parents sont engagés auprès des sportifs, où ils vont potentiellement, de manière très récurrente, mettre une grosse pression sur les joueurs ou sur leurs sportifs parce qu'ils veulent bien faire. C'est très bienveillant. C'est allez, mon enfant, tu vas réussir. Allez, aujourd'hui, tu stresses pas. Et en fait, ils vont utiliser plein de mots qui, selon eux, sont bien, mais vont avoir un impact considérable sur leur enfant. Et moi, j'ai beaucoup de cas, notamment dans le tennis, où c'est un sport où il y a vraiment les parents qui poussent les jeunes. Et en fait, les joueurs se retrouvent stressés. Et quand tu vas creuser pourquoi, d'où vient le stress, quasiment la totalité du temps, c'est parce que les parents en fait sont derrière et les lâchent pas. Et les parents ils vont me dire non mais moi je vais pas de pression parce que moi je veux qu'il réussisse et je le laisse tranquille mais j'espère vraiment qu'il va réussir. Et quand dans ça imagine ton enfant il a 11 ans, tu lui fais ça pour aller faire un match de tennis, quel message tu envoies ? Certainement, et puis souvent les parents, pas tous attention, souvent les parents le font pour eux avant de le faire pour le gamin, parce que c'est aussi peut-être qu'eux auraient souhaité ou ont eu un niveau intéressant
et n'ont pas réussi, ou alors c'est aussi une valorisation sociale, mon fils c'est ceci, mon fils c'est cela, et donc on va vouloir absolument qu'il brille le plus possible. Mais si mon fils brille, je brille aussi. Exactement. Voilà, quel beau parent je suis, parce que mon fils a brillé ou ma fille a brillé. Voilà. Donc on n'a pas toujours ça, attention, je suis très prudent, il y a beaucoup de parents qui sont très lucides et qui font très attention, mais on peut avoir ça aussi. Et ça c'est difficile. Pour le parent c'est dur, mais pour le sportif de haut niveau c'est terrible. Parce que j'ai toujours l'idée de dire qu'ils n'ont qu'une seule carrière. On ne peut pas la rater. J'ai échangé à plusieurs reprises avec un papa plus exactement, parce qu'avec la maman je discute un peu moins, qui a 3 enfants. 3 enfants, les 3 ont fait du foot. Il n'y en a qu'un qui réussit. Les 2 autres, c'était les brouillons. Je suis désolé pour eux, mais parce que le papa était tellement omniprésent, a tellement dit fais ça, fais ci, mais non, a tellement écarté les gens, etc., que les 2 premiers n'ont pas réussi. Ils avaient du talent. Ils n'ont pas réussi. Le dernier réussit. Peut-être que le dernier, il s'est affranchi de 2-3 trucs, tu vois, où il a vu le modèle de ses frères qui n'ont pas réussi, il s'est peut-être dit, je vais peut-être faire l'inverse, peut-être. Voilà. C'est intéressant aussi qu'on parle de ça, de l'aspect des parents. Deuxième cas pratique, Laurent, ton joueur est sur le banc depuis le début de saison et le coach ne semble pas compter sur lui. Il dit perdre de la motivation. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ah bah, il va perdre plus que ça, il va perdre son contrat. Comme on parlait tout à l'heure qu'il était au chômage, il est au chômage. Le plus grand défi aujourd'hui du footballeur, c'est le temps de jeu. Il n'y a pas d'autre défi plus important que ça. Marquer des buts, tout ça, on s'en fout. Parce que pour marquer des buts, il faut être sur le terrain. Donc on s'en fout un peu. Le temps de jeu. On doit être habité par avoir du temps de jeu. Après, c'est comment on fait pour avoir du temps de jeu. Peut-être que la première idée, ça serait, c'est con ce que je vais dire, c'est de demander au coach. Qu'est-ce que je peux faire pour jouer plus ? Voilà. Si le coach sait, parce que souvent le coach ne sait pas. Il n'a pas de réponse. Ou alors il ne veut pas lui dire, ou alors il va lui raconter un truc. Et c'est là la grande difficulté, c'est de bien comprendre l'environnement dans lequel il évolue pour mettre le bon programme, pour changer peut-être le comportement du joueur, pour que le joueur ait un comportement plus adapté avec la vision du coach. Peut-être qu'avec ce coach-là, il faut faire ça. Peut-être qu'avec ce coach-là, il faut faire ça. Est-ce que ça change la qualité du joueur ? Ben non. Mais par contre, ça change ce que tu renvoies au coach. Et c'est souvent ce qu'on envoie au coach. Donc il faudrait en fait, la seule chose à faire, c'est travailler sur le coach. Voilà. Tu travailles sur le coach et le coach, il aura une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, communiquera certainement beaucoup mieux. Et le joueur pourra mieux comprendre. Voilà. Et ça part de là. Tout part de là. C'est comme avec le directeur sportif quand il fait des choix. Pourquoi il fait ce choix ? Pourquoi ce joueur ? Pourquoi pas l'autre ? Souvent, il est un peu, et c'est normal, on est tous des êtres humains. Moi, le premier, tous les matins, je discute avec quelqu'un pour commencer ma journée. Pour moi aussi, me réguler et régler mon état interne du jour, pour être bon pour les premiers accompagnements du matin et de l'après-midi. On en est tous là, on a besoin. On a besoin. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant par rapport... Tu disais que finalement, le coach, si on travaille avec lui, il y aurait beaucoup moins de soucis par rapport au collectif. Il y a aussi l'aspect de... Donc là, on parlait, imaginons, on prend l'exemple d'un joueur, justement, dans cette situation-là, qui finalement est sur le banc et n'a pas les outils. Si le joueur n'est pas accompagné, imaginons qu'on prenne un joueur qui est assez réservé. Ça se trouve, il va jamais aller demander au coach ce qui va pas, et du coup, jamais changer, et du coup, ne plus avoir de contrat, et presque carrière terminée. Alors ça se trouve, ce mec-là, ce joueur-là, il avait un potentiel énorme. Oui. Et c'est là où on voit aussi que l'accompagnement sur le mental peut être hyper important, parce que s'entourer des bonnes personnes qui peuvent permettre de faire les bons choix, ou même te pousser, entre guillemets, à faire des bonnes actions, ça peut en fait... des petites actions peuvent créer un déclenchement immense, et quand on parle d'une carrière, on parle parfois de contrat avec beaucoup de chiffres, qui peut changer énormément de choses. Comme tu dis, on n'a qu'une seule carrière, ça serait dommage de se priver d'accompagnement. Et le mental, on peut agir sur le mental, mais également sur le comportement et sur la communication. Ce que tu dis est très juste, et d'ailleurs, quand je regarde avec qui je travaille qu'avec des gros agents. Des gros agents qui n'ont pas peur de perdre le joueur. Parce que le truc, il est là. Si on dit qu'on va donner de l'autonomie au joueur pour développer son potentiel, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Attends, mon joueur va être autonome. Alors, je vais plus être là. Il va me dégager, ou il va voir que je ne sers à rien, ou... » Non, pas du tout. Non. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à y faire. Et le joueur, il n'est pas bête. Il va savoir que c'est important que tu sois là. Voilà. Mais l'autonomie, c'est essentiel. Et donc, ceux qui me commandent mes prestations aujourd'hui, quand c'est pas le joueur en direct, c'est les coachs importants. Parce que les coachs importants, eux, ils ont bien compris. Ils ont un joueur qui vaut tant, qui gagne tant. Demain, il fait de la préparation mentale, il développe ses capacités, il touche plus. S'il touche plus, la commission de l'agent est plus importante. Voilà. Les clubs n'ont pas encore compris. Les clubs sont à des années-lumière. Les clubs, ils donnent les clés, et c'est très bien, et ils n'ont pas d'autre modèle. Ils donnent les clés au coach, et en pensant que le coach va pouvoir se démerder. C'est dur d'être coach.
Hein, t'as le directeur sportif qui te dit un truc, t'as le machin qui te dit un truc, t'as le joueur qui veut jouer, mais toi tu veux pas jouer, c'est pas le bon schéma tactique. Être coach, c'est horrible. Moi, je sais pas comment les mecs font pour être coach. Ils doivent avoir 3 cerveaux, ils dorment pas de la nuit. Enfin, c'est un des boulots le plus difficile, c'est coach. Voilà. Et c'est très compliqué. Mais qui les aide? Qui aide le coach à être lucide? Personne. Personne. Qui aide le joueur aussi à être lucide? On achète un joueur 15 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions. Tiens, vas-y, joue. Ben non. Ah oui, mais c'est normal, il y a une phase d'adaptation. 6 mois, 1 an. Ben non plus, c'est pas normal. Le mec, c'est un joueur de foot. Il va faire quoi demain? Il va pas faire de la poterie, il va faire du foot. Bon, bah, il sait le faire, c'est un expert dans le football. Il voit pas pourquoi il faudrait attendre 6 mois pour que le joueur s'intègre. Ben non, il peut s'intégrer là, tout de suite. Voilà, il y a pas besoin. Le mec a du talent. Si t'as été le chercher, c'est qu'il a du talent. Tout ça me fait penser à un joueur que j'ai eu il y a assez longtemps maintenant, parce que je commence à être vieux. Et j'ai le coach qui m'appelle, il me dit tiens, c'est toi le préparateur mental? Ouais, c'est moi. Ouais. Bon, de toute façon, vous nous faites chier. C'était cash, hein. C'est il y a 10 ans. Il est un peu muté, le coach. Vous nous faites chier. Si ça gagne, c'est grâce à vous. Hein, et si ça perd, c'est à cause de nous, les entraîneurs, parce qu'on le fait pas jouer, etc. Moi, j'ai pris ça comme une véritable agression. Je dis mais c'est pas grave, c'est pas ça. Moi, je vais travailler avec le joueur. Dès qu'il est prêt, je vous appelle. Et puis, vous ferez ce que vous voudrez. Il se passe 1 mois, 1 mois et demi, tac. Je rappelle le coach et je lui dis, il est prêt. Comment ça, il est prêt? Bah oui, il est prêt, il peut jouer. Alors, si vous avez besoin d'un but, tout de suite, vous me mettez titulaire. Si vous n'avez pas besoin, ne le mettez pas. Et puis, si vous avez besoin, pendant le match, d'un but, c'est pas con de le mettre, parce qu'il va marquer. Elle me dit, mais comment ça va? Ben, vous avez souhaité un joueur en début de saison, bordel. Vous avez fait un choix. C'est que vous avez vu des qualités. Il est là. C'est tout, voilà. Et souvent, on est plus lucide parce qu'on a une image du joueur. Pendant 2-3 mois, on vit avec lui et on a changé d'idée, on a changé l'image. Le football, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a que des étiquettes, un peu comme dans la vraie vie, au café du commerce ou dans la première entreprise qu'on va trouver en sortant d'ici. On a des étiquettes, tout le monde a une étiquette et on te met une étiquette. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et donc le coach, bah lui aussi, et c'est normal parce qu'il faut bien qu'il ait une grille de lecture, il va mettre des étiquettes. Il peut se tromper. Peut-être que l'étiquette qu'il met, elle n'est pas bonne. Et je rebondis sur cette histoire d'étiquette. On avait une intervention récemment sur souvent, en fait, on met des étiquettes sur les émotions des personnes. Ou sur, par exemple, en disant, ouais, bah, de toute façon, lui, c'est une personne qui est tout le temps frustrée. Ouais, mais lui, de toute façon, il est toujours énervé. Et en fait, les étiquettes, en fait, c'est hyper dangereux, les étiquettes. Parce qu'en fait, si une personne est comme ça, on pourrait dire à tout le monde, une personne qu'on connaît pas, ouais, mais de toute façon, celui-là, il est énervé, c'est rien que t'as à lui parler. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a été à une période une chose finalement, une chose qu'on représentait, qu'on va l'être toute notre vie. Et pour moi, l'étiquette, c'est plus de se dire, ok, là il est ça, peut-être qu'il est ça parce qu'il a besoin de quelque chose. Et en l'occurrence, ton joueur, bah là, ok, il joue, là il est frustré parce qu'il a besoin de jouer, par exemple. Et ça, je pense, c'est important pour le coach, parce qu'il y a des coachs, c'est vrai qu'on voit des gestions de groupe parfois où t'as un joueur qui va pas jouer de la saison. Et finalement, l'étiquette, mais en même temps, oui, mais pourquoi vous l'avez dans l'effectif? Et c'est aussi de la gestion humaine. C'est ok, il y a l'aspect sportif, on parle de beaucoup de chiffres, beaucoup d'attentes, on parlait du directeur sportif, du président, mais en fait, on est face à des humains, des humains qui ont des émotions. Et c'est ultra important de prendre en compte et même primordial. Oui, et puis qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? Je repense à un joueur qui était en sélection africaine. Voilà, il perd un match, il rentre dans le vestiaire, il voit une bouteille et il shoot dedans. Le coach lui dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Quoi, coach? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai shooté dans la bouteille. Pourquoi tu fais ça? Tu vas nous respecter un petit peu. En quoi taper dans une bouteille est un manque de respect? Le coach, le joueur était énervé parce qu'il avait perdu. En quoi c'est un problème d'être énervé quand on a perdu? Moi, je trouve même ça plutôt bien. Ça veut dire qu'on n'est pas résigné, que ça fait chier d'avoir perdu, que ça nous touche, etc. Et ben, le coach en question a parlé au coach qui était dans le club et il lui a mis une étiquette. Et le coach du club, quand il a récupéré son joueur, il a changé aussi son comportement, parce qu'il lui a dit, bah, lui, là, tu sais qu'il a, hein, tu feras attention à la bouteille, hein. Et puis, voilà. Et là, on tue un joueur. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend quoi? On attend de la performance ou on attend qu'on soit parfait? On attend quoi des joueurs qui... Soit beau ou qu'on soit bon, finalement. Ouais, c'est vrai. Et pas plus. Pourquoi on veut absolument tout maîtriser, contrôler à notre façon? Si à notre façon de maîtriser et contrôler sur le groupe, ça n'aide pas, pourquoi on ne change pas de mode? Si par contre, contrôler et maîtriser avec ce groupe-là, ça fonctionne, gardons ça. Mais ça serait de pouvoir passer d'un état à l'autre. Ouais, tu vois, moi par exemple, je repars sur le tennis, je fais une comparaison. La dernière fois, j'intervenais et à la fin, on parlait des émotions, etc. Et il y a un parent qui vient me voir, il me fait, mais par exemple, moi, si mon fils, il s'énerve sur le terrain, est-ce que je dois lui dire d'arrêter? Je dis, bah, on va pas l'empêcher d'avoir des émotions. Et je dis non, pas du tout. J'ai dit, maintenant, ce qu'il faut, c'est que s'il s'énerve, faut voir à quoi ça lui sert de s'énerver. Est-ce qu'il s'énerve juste pour s'énerver? Ou est-ce que le fait de s'énerver, ça va déclencher
un autre comportement. Les émotions sont amenées, finalement, c'est ce qui va déclencher l'action. J'ai une émotion, je vais avoir une action. Et il faut voir si le joueur, quand il frappe dans la bouteille, sûrement que ça lui fait du bien, ça lui permet un peu de lâcher prise. Et c'est nécessaire. Et si on lui empêche de faire ça, on l'empêche de s'exprimer. Et tout à l'heure, on parlait de pouvoir s'exprimer sur le terrain. C'est aussi ça. Les émotions, c'est humain. Et justement, ça veut dire que ça fonctionne bien, ces émotions. S'il a une émotion quand il finit le match. On est d'accord. J'ai eu il y a pas longtemps, c'était un papa qui m'appelle, il dit mon fils ça va pas. Ah bon, ça va pas? Non. Mais qu'est-ce qui va pas? Il est pas bon? Ah si, il est bon. Ah, bon, okay. Mais il vomit. Comment ça, il vomit? Oui, il vomit. À chaque match, il vomit. Je lui dis ouais, d'accord. Et ça donne quoi? Comment ça donne quoi? Non, mais vous me dites, il vomit. C'est quoi sa performance derrière? Ah non, c'est bon. Pourquoi on va toucher à ça? Le fait qu'il vomisse, c'est un problème. C'est un problème pour qui, en fait? C'est pas... Moi, je suis pas médecin. Peut-être que de vomir trop souvent, c'est pas bon. Moi, j'en sais rien. Voilà. Mais moi, préparateur mental, on me dit, je vomis, je suis bon. Bah, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Continue à vomir si t'es bon. Voilà. Pourquoi on va toucher à quelque chose si ça fonctionne? Ah, sauf bien sûr si médicalement c'est pas bon de vomir, etc. Pourquoi on touche? Et en France, on est beaucoup là-dessus. On veut toujours toucher à quelque chose. Moi, je vois beaucoup de coachs qui font des petits exercices avec les joueurs, tout ça. Ça se passe très bien, mais il faut quand même qu'ils viennent pour faire une remarque, faire un truc, un machin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler et maîtriser. Et pourquoi ils laissent pas le groupe en pleine autonomie? Ils ont les consignes, ils les font mal, ok, mais ils se corrigent. Laisse le groupe se corriger. Voilà, et quand tu fais ça, t'es en situation apprenante, finalement. Hein. Tout ton groupe apprend de ses erreurs, sans forcément que tu sois là pour le dire. Du coup, ils sont autonomes et sur le terrain, ils vont se corriger. Alors que si tu interviens en permanence, c'est toi qui les corriges, ils vont attendre que tu les corriges. Et une mi-temps, 45 minutes, pour se corriger, c'est long. Tu peux prendre 3 buts. Voilà, et ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, que les organisations, qu'une équipe puisse se corriger pendant le match, c'est la clé du mental. Tout à fait. Dernier cas pratique. Tu travailles dans un staff, donc tu es intégré au staff. Il y a une mauvaise ambiance dans le groupe à cause du mauvais début de saison de l'équipe et le coach ne sait plus quoi faire. On en a un petit peu parlé, mais là, est-ce que tu as des pistes? Comment tu pourrais les aider? Donc, tu fais partie de l'équipe, début de saison, ça se passe mal, le coach te dit, je sais pas quoi faire. Alors déjà, si je fais partie de l'équipe et que ça se passe mal, c'est qu'il faut me virer. Ça sert à rien d'avoir un préparateur mental pour pas être bon, déjà. Après, est-ce qu'il faut un préparateur mental avec un staff? Moi, je dis je sais pas, je dirais même je pense pas. Je pense que le préparateur mental est une ressource externe et que c'est parce qu'il est externe qu'il est bon, même s'il est nul. Même si le préparateur est nul, mais qu'il n'est pas dans l'environnement, il va de toute façon être bon parce que les joueurs vont lui dire des trucs, vont se confier naturellement. Alors que si tu fais partie du staff, que tu as le survêtement, etc., tu es un coup dans le bureau du directeur sportif, un coup dans le bureau du président, un coup avec le coach adjoint, tout ça, et un peu avec le joueur. Qu'est-ce que va se dire le joueur quand il va te croiser dans le couloir en sortant du bureau du président et que tu as une séance de coaching mental avec lui? Moi, je crains que le joueur mette un peu le pied sur l'information qu'il avait éventuellement pensé me donner. Donc, si j'ai 70% du problème et qu'il m'en manque 30, je vais peut-être le mettre dans le mur, le joueur. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit bien que tu fasses partie d'un truc. Par contre, que tu fasses partie d'un projet, oui, tu es clairement identifié, mais que tu es plutôt une ressource externe, Sedan, 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Ça fonctionne. Que tu sois dans le groupe, est-ce qu'on a un exemple, ce qui serait intéressant, est-ce qu'on a un exemple, tu es un préparateur mental qui fait partie de la structure, 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Si on a un exemple, je dirais, c'est bon d'être dans le staff. Aujourd'hui, je dis, ce n'est pas bon d'être dans le staff. On est une ressource extérieure, on est identifié dans le club, on est vu comme tel, tout le monde sait que tu existes, oui, mais t'as pas le survêt. Voilà. Je rejoins ta vision. Même pour moi, de travailler dans le foot, le fait de ne pas avoir le survêt et d'être d'un point de vue extérieur, même en tant que préparateur mental, l'expérience est plus bénéfique parce qu'on sait qu'on est vraiment là pour ça. Et que le joueur, s'il y a une question sur autre chose, il va y avoir presque le service qui est attribué à ça. Mais c'est aussi l'idée du développement du football. Il y a de plus en plus d'argent dans le football, il y a de plus en plus de moyens. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer de plus en plus de services aux joueurs. Là où avant, on était que sur un coach qui devait tout gérer. La préparation physique était arrivée. Maintenant, la préparation mentale arrive aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir presque personnaliser chaque demande du joueur pour l'accompagner au mieux. Laurent, dernière question. T'as vu, j'ai pas répondu. Hein. Ouais, t'as passé à côté. Et t'as vu? Moi, je t'ai rien dit en plus, ça m'a eu. On peut répondre peut-être là-dessus, ça serait de se dire, faisons un boulot sur le coach. Sur le coach, pourquoi? Ouais, parce que ou il a pas fait jouer les bons joueurs au bon moment, ou l'équipe joue pas avec ses points forts. Voilà, et on joue juste avec la philosophie du coach qui rêve de faire jouer comme ça, mais comme ça, tu peux pas le faire avec ces joueurs-là. Voilà. Peut-être de revenir avec des trucs simples.
Moi, je crois beaucoup à la simplicité dans le football. On a intellectualisé le football, c'est bien. Hein, moi, je suis pas un expert du football, hein, donc intellectualiser, pourquoi pas. Mais est-ce qu'un sportif de haut niveau, c'est un intellectuel? Moi, c'est juste la question que je me pose. Est-ce que quand on joue à 100 à l'heure sur un terrain de foot, est-ce qu'on peut être intellectuel? Ou est-ce qu'on est sportif de haut niveau? Si la réponse est on est sportif de haut niveau, bah, c'est pas la peine d'intellectualiser trop le football, parce que de toute façon, les joueurs vont pas comprendre et vont pas être capables de le mettre en application dans l'effort. Même s'ils comprennent. Moi, j'ai beaucoup de joueurs intelligents, parce que ceux qui font de la préparation mentale, en général, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais ils ont maîtrisé qu'il y avait un pilier manquant. Donc, je disais, je vais mettre le pilier. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de joueurs qui vont très bien, hein, avant de bosser avec moi. Et c'est ça le truc, c'est le 4e pilier. Est-ce que je suis intelligent? Oui, non. Est-ce que c'est intellectuel le football? Oui, non. Si c'est trop intellectuel le football, ça va être très dur. Qui intellectualise aujourd'hui le football? Ceux qui ont les meilleurs joueurs. Intellectualiser le football. Quand t'as pas les meilleurs joueurs, faut m'expliquer le sens que ça peut avoir. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se perdent. Je le vois aussi chez les jeunes. Hein. Je traîne un peu de temps en temps sur les terrains. Voilà, je bosse un peu pour l'académie du Red Star, donc je vois un petit peu ce qui se passe dans le milieu amateur, dans le monde pro, etc. Et tu vois que finalement, il y a une philosophie, il y a une mode actuellement. Hein. Faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça qu'on fait. Hein. C'est un peu comme le gâteau de ma grand-mère. Hein. Le gâteau au chocolat de ma grand-mère, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Sauf qu'elle avait un four de 1930 et moi j'ai un four maintenant à chaleur tournante. C'est plus la même cuisson. Voilà. Bah, le c'est comme ça qu'on fait, ça marche pas toujours. Ça dépend de l'environnement dans lequel on est, voilà, et des joueurs qu'on a. Et c'est là où peut-être qu'il faut être un peu plus lucide de temps en temps et dire quel type de joueur j'ai et quel type de football je peux pratiquer avec ces joueurs-là. Comment je peux les faire progresser, ok, mais quand même, j'ai une base. C'est comme la préparation mentale, on va pas travailler tout le temps de la même manière en fonction des joueurs, ça va dépendre de son environnement, il va falloir s'adapter à ça. Merci Laurent. Une dernière question bonus que j'avais pas préparée. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, ou en tout cas un peu une séance de coaching que tu as déjà eu avec un sportif? Et alors, je te demande de rentrer dans le détail, mais dans ce que tu peux dire. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, mon sportif, il avait une problématique là-dessus, on a creusé là-dessus, on a mis ça en place, et derrière, on a eu ce résultat-là. Est-ce que tu as un exemple que tu pourrais nous partager comme ça? Bah, sur la partie identitaire, il y a beaucoup de joueurs qui se perdent. Hein. C'est-à-dire que le joueur, il est pris entre deux identités. La sienne, sa façon de faire, sa façon d'être, son talent, etc. Et l'identité, la philosophie de l'équipe. Hein, ce que le coach veut, ce que le coach attend. Et là, c'est comment il fait pour être performant. Le coach lui demande quelque chose. S'il le fait, peut-être qu'il ne sera pas en capacité de sortir sa véritable identité. S'il ne le fait pas, peut-être qu'il ne va pas être en capacité non plus de sortir sa véritable identité parce qu'il ne va pas jouer. donc c'est toujours très difficile. Et ça, c'est globalement 90% des accompagnements aujourd'hui. C'est que le joueur, il est perdu. Je joue comme ça marche en général, mais le coach m'interdit de jouer comme ça. Voilà. Peut-être que le coach a raison. Le problème, c'est que le joueur n'est pas confort avec ça. Il n'est pas en équilibre avec ça. Donc, il se perd. Et donc, peut-être que le coach a raison de lui dire ça, mais l'interprétation du joueur, il va aller trop loin dans ce que attend le coach. Donc, l'idée, c'est de réguler. Et globalement, 90% de l'accompagnement, c'est l'aspect identitaire. C'est le joueur ou va trop vers son identité et donc joue pas, ou va trop dans l'identité et la philosophie du coach et donc est moins performant, surtout quand tu es attaquant, tu states moins, donc tu joues plus beaucoup. Donc, dans ce cas-là, du coup, quelle serait la solution? Toi, tu parlais tout à l'heure de parler avec le coach. Peut-être qu'il faudrait aussi instaurer un dialogue entre le coach et le joueur pour que le joueur puisse exprimer. Ok, bah, coach, moi, mon identité, c'est plus là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Il y a peut-être ça. Oui, alors, on est dans la communication. Ça, c'est une évidence. Après, est-ce que le coach va changer sa façon, sa philosophie de jeu, sa façon de jouer pour toi? Il a 30 joueurs, 25 joueurs. Il va en mettre un autre. Hein. Même si tu es brillant. Hein. Il y a des joueurs brillants, achetés très cher, qui jouent pas. Hein. Parce que le coach n'a pas envie de remettre en question sa façon de jouer. Pour un peu qu'il ait des résultats, voilà. Et même s'il n'a pas de résultats, il continue. Moi, je connais beaucoup de coachs qui continuent, qui persévèrent en disant « Mon modèle, c'est le bon, j'en suis sûr, on continue à faire ça. Ça va passer. Il faut juste que les joueurs comprennent ce que j'attends. » C'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs. Moi, je pense qu'il y a pas mal de coachs français qui évoluent pas mal en Ligue 1, qui sont là depuis 20 ans et qui font toujours les mêmes choses et finalement qui jouent toujours les dernières places. J'ai l'impression sans vraiment remise en question sur ce qui se fait maintenant, sur le coaching, etc. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu écho avec ce que tu me dis. J'aimerais revenir avec toi un petit peu sur l'actualité du monde du foot et de la santé mentale. Donc comme on en parlait tout à l'heure, il y a Raphaël Varane qui évoquait qui disait que la machine elle va finir par péter à cause du rythme qui est beaucoup trop important des matchs. C'est vrai qu'il y a une usure mentale aussi qui peut se créer en vue des joueurs, à force de jouer tous les 3 jours. Ok, oui, ils sont très bien payés,
Mais comme tu dis, c'est un travail. Et toi, t'as pas envie d'aller au travail le dimanche jusqu'à 23h, donc faut aussi les comprendre. M. Villa, récemment, il y a M. Villa qui expliquait qu'il avait vécu une dépression lorsqu'il était en Russie à cause de son entourage. Les joueurs commencent à parler de santé mentale et surtout de leur après-carrière, ils en parlent après, donc ça se développe. Et je pense que c'est bien pour les nouvelles générations qui puissent aussi avoir des exemples. Ah oui, bah c'est vrai que ce joueur il a parlé de ça. C'est parfois plus parlant que nous, quand on arrive en externe et qu'on dit oui, la préparation mentale c'est bien. Oui, enfin, j'en sais rien. Mais par contre, si ton idole ou si un joueur que tu connais bien en parle, ça a beaucoup plus d'impact. Est-ce que tu penses que cet élan-là, c'est plutôt des paroles en l'air ou alors concrètement, les clubs commencent vraiment à s'activer sur la préparation mentale dans leur développement? Les clubs s'activent un petit peu, on le voit dans... Mais encore une fois, ils font partie du staff. S'ils activent, et à mon avis, c'est pas du tout bon. Après que parce que là, on parle de gros joueurs, là, Varane, hein. Ces gros joueurs interviennent et communiquent là-dessus, c'est magnifique. Surtout que, comme dirait l'autre, ils le font de leur vivant, quoi. Ils sont vivants encore, ils sont joueurs de foot, ils sont pas retraités, voilà. Et ça, c'est formidable parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même Varane, qui est quand même un super joueur, il dit que mentalement, c'est dur. Il dit pas qu'il est faible mentalement. D'ailleurs, Varane, il est pas faible mentalement. C'est une forme d'intelligence de se dire stop. Est-ce qu'il aurait pas pu battre le record de sélection avec l'équipe de France? Moi, je pense que oui. Mais c'est pas un objectif. Est-ce qu'un autre à sa place serait resté coûte que coûte, même en n'étant pas à l'aise? Bah oui. Moi, j'en connais beaucoup. Est-ce que c'est du courage de Varane ou je sais pas. En tous les cas, c'est de l'intelligence. Il y a quelque chose qui est plus confortable pour lui dans un environnement. Il décide de plus y aller pour se préserver lui-même. C'est magnifique. Voilà. Et si on avait beaucoup plus de témoignages comme ça, on aurait beaucoup plus certainement de pratique de la préparation mentale. Moi, j'ai beaucoup de joueurs. J'en ai encore eu un hier qui joue aux Pays-Bas. Mais ça va très mal. Mais ça va très mal depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est dur. C'est incroyable d'attendre 2 ans. On parlait tout à l'heure de la durée d'un contrat, de 4 à 6 ans, contrat professionnel, en moyenne 4-6 ans. Tu bouffes déjà 2 ans. Il t'en reste 2. Ou il t'en reste 4 au mieux, quoi. C'est pas bon. Et je pense que c'est aussi lié, tout à l'heure, on parlait de l'impact des mots que peuvent avoir les personnes, et très souvent, on banalise l'aspect mental. Et il suffit que pendant toute ton éducation, ton évolution, t'as entendu que le mental, c'est juste bats-toi ou sois fort. Mais en fait, le joueur, il peut se dire, ouais, ça va pas depuis 2 ans, mais en même temps, c'est normal parce qu'on m'a dit que c'était dur le football. Et je pense que aussi ça, c'est la compréhension du joueur. Il y en a qui sont prêts à accepter des choses vraiment très fortes, même trop fortes, parce qu'en fait, dans leur pensée, bah oui, mais en même temps, c'est normal, on m'a dit que ça allait être dur le foot. Oui, mais à quel point et à quel prix? T'as plusieurs personnalités, hein, bien sûr. Hein. T'as celui qui dit c'est normal d'en chier. D'ailleurs, c'est un peu le modèle français. Faut en chier pour réussir. Non. Moi, je dis souvent que c'est pas la peine de travailler plus pour performer. J'ai pas toujours raison. Hein. Il y a de temps en temps des joueurs qui travaillent pas assez. Oui, mais néanmoins, je connais beaucoup de joueurs qui travaillent beaucoup. Moi, je connais pas de glandeurs. Très peu de glandeurs dans le football. Les mecs bossent beaucoup. Après, est-ce qu'ils font ce qu'il faut? Est-ce qu'ils communiquent? Non. 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 Pourquoi? Parce qu'on leur a pas dit. Ils n'ont pas les clés. Voilà. Donc il faut les aider. Et cette préparation mentale permet de bien comprendre l'environnement dans lequel on évolue pour avoir le bon comportement et finalement être au niveau de ses capacités physiques. Pour toi, est-ce que tout joueur de foot devrait être accompagné mentalement? Bien sûr. Mais comme tout piéton. Je suis entièrement d'accord avec toi. Comme un étudiant, moi j'ai mon fils qui a 17 ans là, qui cherche son orientation et tout ça, c'est rigolo, ça part dans tous les sens, mais c'est magnifique. Mais en même temps, il faut partir dans tous les sens pour arriver à un moment donné à peut-être pas prendre ce qu'on veut quand on est un gamin de 17 ans, mais peut-être apprendre, on a éliminé des choses, on sait pas vraiment ce qu'on veut, mais on a au moins éliminé des trucs, ça on le fera pas. Bien sûr, moi tous les matins, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les matins, je discute avec quelqu'un une demi-heure, je promène mon chien, pendant que je promène mon chien, je discute avec quelqu'un, et quand je rentre, je bois un café avec ma femme. 2 contrastes. Je m'adapte dans 2 environnements totalement différents. Et moi, je démarre ma journée après ça. Souvent, j'écourte la préparation mentale ou ma discussion parce que ma femme, elle va partir et j'ai mon café. Parce que mon équilibre est plus important pour boire le café avec mon épouse. Voilà. Et après, elle part au boulot et moi, je bosse. Voilà. C'est ma préparation, c'est ma routine, c'est ce qu'on veut, mais je me sens bien et confort avec ça. Et tu vois, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé ce média qui est Mental, c'est parce que j'estime que tout le monde peut avoir besoin d'un accompagnement. Et je pense dans les personnes qui nous regardent ou nous écoutent, ça va pas être que des footeux professionnels. Bien sûr. Ça va être des personnes qui veulent évoluer, que vous soyez étudiant, que vous soyez même artiste, ou soyez sportif, même une personne de tous les jours qui a envie de mieux se comprendre, mieux se connaître pour avoir une vie qui est finalement plus agréable et pouvoir performer dans tous les domaines que vous souhaitez. Finalement, la préparation mentale, ça peut être un plus. Et ça serait dommage de s'en priver. Laurent, la question de la fin qu'on pose à tous nos invités, je te prends un peu au dépourvu, c'est volontaire. Qui souhaiterais-tu voir
intervenir dans ce podcast? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais. Merci de me l'avoir posée. Comme c'était préparé, j'ai pas d'idée. J'en sais rien. Une personne qui viendrait témoigner de l'aspect mental. Ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être quelqu'un qui accompagne un sportif de haut niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu serais curieux d'entendre son histoire ou sa vie? Je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de prendre un coach, prendre un entraîneur. Parce que on dit toujours que c'est la tête. Faut viser la tête. La personne la plus importante dans un club, c'est pas le président. C'est pas le directeur sportif. C'est le coach. Et on demande au coach des trucs trop lourds à porter, trop difficiles. Mais le coach, comme ça fait partie du job, entre guillemets, il s'autorise pas à dire « ça, laissez-moi tranquille ». Il s'autorise pas à le dire. Il prend tout. Et comme il prend tout, il y a des choses qu'il fait moins bien, forcément, puisqu'on peut pas être bon partout. Voilà. Et il accepte, après, de se mettre en échec lui-même. En fait, c'est pas un bon partenaire pour lui-même, le coach. Il devrait, oui, lui, en tous les cas, prendre quelqu'un pour avoir du discernement. Voilà, et faire ses choix clairs, de façon éclairée, c'est le cas de le dire. Voilà. Ça serait à mon avis la base de la préparation mentale. Donc la révolution, si elle est à faire, c'est que le coach se fasse aider pour qu'après il donne le meilleur de lui-même. Beaucoup de coachs se font virer alors qu'ils n'auraient pas dû se faire virer. Ils sont compétents. Beaucoup de coachs sont compétents et ils se font virer. C'est une anomalie. C'est pas logique. Tu peux pas être compétent et licencié. C'est que tu as raté quelque chose. Et peut-être que ce quelque chose, c'est toi-même. T'as pas travaillé sur toi. D'ailleurs, un bon exemple là-dessus, c'est Luis Enrique, qui est accompagné par un psychologue depuis de nombreuses années. Et en fait, il explique que c'est son psychologue à lui. Et il en a besoin pour performer. Et je pense que c'est un bon début, en tout cas, pour... Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Luis Enrique, sur sa com, notamment. Voilà. Mais oui. Et au moins, il se fait accompagner. Et il a conscience qu'il a besoin d'aide. Ça, c'est bien. Il est espagnol ou pas? Oui. Il comprend la langue. Non, parce que de temps en temps... Ce sera le mot de la fin, Laurent. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ton témoignage. Si vous avez apprécié cette discussion, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter, ou plus, si vous avez d'autres idées. Laurent, je te remercie. Merci. C'était un plaisir. Bye bye. Ciao. Ciao.